azosenga nini unwa kuja kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? Peuple azosenga nini unwa kuja kuvata bana batanga kape bazwaka soin soki babeli. C'était là votre émission Peuple souverain, essentiellement consacrée à la participation citoyenne et à l'émergence d'un nouveau leadership, présenté par le père Emmanuel Bouya, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Disséquer l'actualité, aborder les questions politiques, sociales, économiques et culturelles, telle est la mission de cette fréquence au 97.7 sur Radio Elikia, votre émission Peuple souverain, qui reçoit aujourd'hui, comme la dernière fois, M. Landry Lingele, le coordonnateur de la LIRE, Ligue des réformateurs, qui nous parlera aujourd'hui de ses propositions pour les réformes électorales, de la suite de ses propositions. Bonjour M. Landry. Bonjour M. Caris. Et comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien. La dernière fois, nous avons parlé du cœur de vos propositions. Pouvez-vous nous rappeler quelles étaient ces propositions? Merci beaucoup de la parole. Merci de l'opportunité que vous nous offrez pour parler de ces sujets. Je remercie aussi les auditeurs de notre radio. On va faire une récapitulation un peu. Comme vous l'avez dit, c'est au nom de l'association LIA, Ligue des réformateurs, que nous sommes là, qui est une association de la société civile qui centre ses activités sur les réformes. Et nous avons dit l'autre fois que toute réforme de la CENI qui n'a pas en ligne de mire la dépolitisation du système électoral, excusez-moi, les réformes ne portent pas que sur la CENI, vous l'avez compris, ceux qui ont suivi l'émission la dernière fois, les réformes ne portent pas, les propositions de réforme ne portent pas que sur la CENI, mais sur tout le système électoral. Et nous avons dit que toute initiative de réforme qui n'a pas en ligne de mire la dépolitisation de ce système ne va pas servir à grand chose. Parce que à chaque élection, que ce soit en 2011 ou en 2018, il y a toujours eu revision de la loi sur la CENI, de la loi électorale, mais ça n'a pas eu les effets escomptés. Donc, il faut revoir toute la machine pour que nous ne puissions pas, pour les élections de 2023, retomber dans les mêmes travers. Voilà. Et nous avions dit aussi l'autre fois que l'objectif de cette démarche, de ces propositions, en fait, c'est mettre fin, en tout cas essayer de mettre fin à la problématique de légitimité. Cette problématique qui mine le développement de notre pays. Cette problématique qui ne permet pas au pays d'avancer. Parce que depuis 60 ans, nous sommes figés dans ce débat-là. Les débats d'individus, les débats de qui. Et ça nous empêche d'entamer le réel débat, celui du développement. Donc c'est vraiment important. Je crois que cette occasion des 60 ans est très indiquée pour que ce soit la classe politique dans son ensemble, la société civile, puisse se mettre d'accord et qu'on puisse trouver un moyen de mettre définitivement fin à ce débat de légitimité. Alors, nous avons parlé des réformes. Premièrement, de la réforme de la CENI. Et nous avons dit que pour que la CENI puisse marcher comme il se doit, il faut dissocier dans le pilotage de la CENI la fonction de gestion à celle de contrôle. La gestion sera organisée, sera menée par l'administration, c'est-à-dire le secrétariat exécutif, et le contrôle sera exercé par
un bureau composé des délégués comme ça l'a toujours été, c'est-à-dire des délégués de la majorité, de l'opposition, de la société civile. Il faut que l'on puisse, dans le pilotage de la CENI, dissocier ces deux fonctions. Nous avons dit également que nous devons, pour que la CENI puisse marcher comme il se doit, mettre en place une présidence rotative de 6 mois. Bon, 6 mois, 1 année, tout est discutable. D'ailleurs, l'un des objectifs de ces propositions, c'est de susciter le débat. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul président d'un bout à l'autre du mandat des animateurs de la CENI. Ça fera en sorte que la désignation des mandataires de la CENI ne soit plus une question de vie ou de mort. Nous avons vu ces derniers jours les marches qui ont occasionné mort d'hommes. Justement, hier, nous avons assisté à une marche de l'UDPS. Quelle est votre lecture d'abord de cet appel à la contestation de la désignation de M. Malonda comme président de la CENI? Et puis, nous nous rendons compte qu'au-delà de l'UDPS, il y a toute une dynamique qui s'inscrit dans cette contestation. Le 13, lundi, ce sera la MOUCA. Le 19, ce sera le CLC et l'Église catholique. Quelle est votre lecture? En fait, c'est ce que je suis en train de dire, c'est assez malheureux que tout ça puisse occasionner mort d'homme, parce que tout ça peut être évité. On ne veut pas, il ne serait pas intéressant que pour les processus de 2023, qu'on puisse retomber dans les mêmes travers, dans le manque de consensus. Et moi, je ne représente que la lyre, mais il serait mieux que tout se fasse dans la sérénité, de manière consensuelle. Donc, je crois que rien n'a encore perdu à ce stade. Il y a eu des signations, et tout le monde en tout cas pratiquement tout le monde a décrié la manière dont les choses se sont déroulées. Il est encore temps de faire machine arrière et de faire en sorte que les choses se fassent dans la sérénité et de manière consensuelle. Donc voilà, point et besoin qui est mort d'homme pour ce type de questions, c'est vraiment des morts de trop. Donc voilà, moi, par ma petite voix, j'en appelle à la sérénité, que tout le monde puisse revenir au bon sentiment et qu'on puisse éviter ce genre de débordement. Vous savez, les marches sont une expression démocratique, mais ça doit être fait dans le calme et on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas toujours des bilans macabres occasionnés pour de telles questions. Donc, pour revenir aux propositions, à la récapitulation, c'est-à-dire, on doit faire en sorte que la désignation des délégués au sein de la CENI ne soit plus une question de vie ou de mort. Ça ne soit plus un enjeu aussi énorme. Et on peut, avec ce mécanisme de présidence rotative, éviter tout cela. Ça fera en sorte que le président de la CENI ne sera plus omnipotent. Et déjà, la première proposition fait en sorte que tous les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains du bureau ou bien du président. Donc ces réformes sont vraiment très indiquées, sont vraiment une réponse à tout ce que nous voyons, à toutes ces violences qui sont, en mon sens, vraiment gratuites. Voilà. Nous avons aussi fait comme proposition, c'est-à-dire donner comme proposition le fait que le bureau puisse recourir, en cas de besoin, à une expertise externe, pour un audit ou pour une contre-expertise quelconque. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'une part la gestion qui sera exercée par le secrétariat exécutif et le bureau ne fera que contrôler. Et si le bureau n'a pas une expertise suffisante sur certaines questions, le bureau peut recourir à une expertise externe. Voilà. Et la dernière proposition quant à la CENI, c'était de rendre possible la suspension
les cadres et agents qui brillent par des comportements qui ne sont pas indiqués, par des prises, par des conflits d'intérêts, par des malversations financières, donc par tout comportement qui est contraire aux règles relatives au fonctionnement de la CENI, que ces personnes soient suspendues et soient sanctionnées. Voilà, ça c'est pour la CENI. S'agissant de la loi électorale, la proposition phare, c'est de faire de la publication des résultats provisoires l'élément déclencheur du contentieux électoral. Parce que vous le savez, jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a pas su nous donner les résultats détaillés des élections de 2018, c'est-à-dire les résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais sur base de ça, la Cour constitutionnelle a quand même pu donner les résultats définitifs. Donc, si la classe politique et la société civile acceptent cette proposition, donc dorénavant, avant que le procès ou le contentieux électoral puisse être ouvert, il faut que la CENI puisse présenter tous les résultats provisoires. Donc voilà. Il y a aussi comme proposition l'élargissement, après la publication des résultats provisoires, du délai de requête en contestation. Parce que le délai était de 2 jours, mais au niveau de la LIR, nous proposons que ce délai puisse arriver à 8 jours pour permettre aux requérants de réunir toutes les preuves. Nous avons aussi fait comme proposition de mettre en place, que la CENI puisse mettre en place un système de traçabilité simplifié des résultats. C'est-à-dire, la CENI peut créer une base de données ou une application faisant en sorte que, avec votre ordinateur, vous savez tracer tous les résultats. Vous savez, surtout pour les élections législatives, c'est-à-dire, on peut très facilement, avec ce site, avec cette base de données, dire que le candidat X a eu autant de voix dans le bureau de vote qui se trouve, je ne sais pas, à Malémancoulou par exemple. Et comme ça pourra même faciliter le contentieux électoral qui ne consistera qu'à la confrontation des faits, c'est-à-dire il y a des résultats que donne la CENI, les résultats qui sont dans sa base de données, et puis les PV des différents candidats. Donc ça va faciliter même le contentieux électoral. Comme autre proposition, passer pour les élections législatives au seuil national de 1% à un seuil provincial de 5%. Tout cela pour préserver la représentation ethnico-régionale qui est facteur de stabilité dans notre pays. Il y a aussi la création ou bien la mise en place d'un système de seuil en amont pour les candidats présidents ou bien d'un système de validation de candidature pour éviter les candidatures opportunistes. Nous avons aussi parlé de consacrer le non-cumul de mandat. On ne veut plus retomber dans tout ce qu'il y a eu, c'est-à-dire d'avoir un député, quelqu'un qui a la voix de député, sénateur, député national, député provincial, et qui prend comme suppléant sa femme, ses enfants. Ce n'est pas convenable. Et nous avons aussi donné comme proposition d'astreindre la CENI à publier les résultats 72 heures après les opérations de vote. Parce que au-delà de 72 heures, voire au-delà de 48 heures, la publication, c'est-à-dire dépasser ce délai-là, ça ne sert pratiquement à rien. Par la statistique, on peut, même à la fermeture du dernier bureau de vote, avoir les résultats provisoires. Donc tous ces délais-là ne fait qu'augmenter la suspicion inutilement. Ok. Je pense que nous avons fait le résumé des propositions que vous aviez émises la dernière fois. Ok. Aujourd'hui, vous allez nous exposer ces nouvelles propositions.
On voit déjà au niveau de la première proposition que vous allez au-delà des réformes de la CENI ou de la loi électorale. Vous étendez ces réformes au niveau, par exemple, de la Cour constitutionnelle. Les questions des élections ne concernant pas uniquement la CENI, mais étant un ingrédient essentiel à la marche démocratique de tout pays. Quelle est cette troisième proposition? Voilà, comme vous venez de le dire, il n'est pas question seulement de réformer la CENI, c'est de réformer tout le système. Et la première proposition, c'est relatif premièrement à la loi organique sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et la proposition dit que on doit s'assurer, on doit insérer un article qui s'assurera que les juges qui vont être choisis ne puissent pas faire partie d'un parti ou d'un regroupement politique, soit avoir eu des rapports contractuels à titre gratuit ou onéreux avec un parti ou regroupement politique, et ce durant les 20 années précédant la désignation des 10 juges. C'est-à-dire, en d'autres termes, pour qu'on puisse désigner un juge, on doit s'assurer que ce juge-là n'ait jamais fait partie d'un parti, en tout cas, n'ait jamais servi un parti politique. Et la raison de cette proposition, elle est évidente. Parce qu'on a vu des gens passer d'un cabinet politique et sans transition se retrouver juge à la Cour constitutionnelle. Il y a déjà conflit d'intérêts. On a vu des gens passer de président de groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale à juge à la Cour constitutionnelle. Il y a conflit d'intérêts. Donc pour éviter cela, c'est la raison de cette première proposition. La deuxième proposition, c'est d'inscrire clairement dans la loi sur la Cour constitutionnelle que sur le quota des 3 juges revenant au Parlement, 2 doivent être désignés par la majorité et 1 par l'opposition, juste pour éviter les interprétations malencontreuses. Vous savez, on est spécialiste dans ce domaine-là, quand les juristes commencent à faire leur petite guéguerre. Donc pour se prévenir de cela, c'est un peu le sens de cette proposition. Donc à ce moment-là, le Parlement n'aura pas à délibérer sur base de la majorité des parlementaires qui se seront exprimés, mais d'office on réserverait à la majorité 2 juges et à l'opposition 1 juge. Voilà, je crois que ça ne peut pas être mieux dit. Donc la majorité aura 2 juges et l'opposition aura 1 juge. La troisième proposition, c'est consacrer le principe d'élection par leur pairs magistrats des 3 juges constituant le quota revenant au Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un quota qui est réservé au Conseil supérieur de la magistrature. Il faut que ce quota-là soit choisi par les magistrats et que ce soit fait en toute transparence. Que ces candidats-là, ces magistrats-là ne sortent pas du chapeau comme ça, pouf. Ça doit être fait en toute transparence. Donc voilà. Et dernière proposition quant à la Cour constitutionnelle, c'est de consacrer le principe de la mise en place systématique avant leur investiture d'une commission parlementaire ad hoc en charge du contrôle de conformité des procédures de désignation des différents juges telles qu'instituées par la loi dont il est question. C'est-à-dire, avant que l'on puisse désigner ces juges, il faut qu'il y ait une commission spéciale, une commission parlementaire spéciale ad hoc qui va voir si toutes les procédures ont été respectées pour qu'il n'y ait pas d'entérinement un peu Cavalière. Voilà. Ou cavalier. Voilà, donc un peu ce qu'on voit avec ce qui se passe pour la CENI, pour le président de la CENI. Voilà pour les propositions relatives
à la Cour constitutionnelle. Il y a aussi 2 propositions relatives à la loi sur les partis politiques. La première, c'est de suspendre la participation aux élections les partis politiques dits de mallette, c'est-à-dire ne remplissant pas les critères minimaux de viabilité. C'est ça comme objectif de baisser le nombre pléthorique des partis politiques et de favoriser une lisibilité plus aisée du jeu politique. Vous savez, les partis politiques n'existent pas pour rien. Les partis politiques ont pour vocation d'éduquer politiquement la population. Ils ont aussi pour vocation de contribuer dans le débat politique, d'animer le débat public. Et on ne voit pas beaucoup de partis politiques faire cela. On voit que nos partis politiques sont en hibernation. On ne les voit que lors des échéances électorales. Et puis, les membres de ces partis politiques ne viennent pas pour exposer des idées, donner une vision, faire part de leurs projets, mais ils viennent pour nous donner des papas sociaux et des mamans sociales qui vont donner à la population du pain, du riz, des seaux d'eau, etc. Vous semblez condamner le fonctionnement des partis politiques sans prendre en compte peut-être ce qui est un niveau inférieur d'instruction de la part d'une certaine population qui donne crédit à ces candidats qui viennent avec des promesses fallacieuses. Oui, je crois que la population a sa part, mais les partis politiques ont pour vocation, comme je l'ai dit, d'éduquer la population. Elles ne doivent pas contribuer à cela, au fait que les populations donnent crédit à tout ce monde-là. Ça ressemble à une appréciation ou à un jugement de valeur. Vous parliez de suspendre de la participation aux élections des partis politiques dits de mallette, c'est-à-dire ne remplissant pas les critères minimaux de viabilité. Quels sont ces critères minimaux de viabilité? Bon, j'ai donné un exemple dans la proposition qui suit par exemple. Il y a des partis politiques qui existent depuis 30-40 ans, mais qui n'ont jamais gagné une seule élection. Ok. Ils n'ont jamais. À un certain moment, avant même qu'on puisse les interpeller par des propositions, ils doivent se remettre en question. Comment un parti politique peut exister pendant 20, 30, 40 ans? Donc il faudrait sanctionner ces partis. Non, pas les sanctionner, mais faire en sorte que les partis puissent contribuer à la vie politique. Okay. C'est une réflexion qui est vaste. Ce sont des propositions, tout est discutable. Mais qu'est-ce que vous préconisez particulièrement par rapport à ces partis politiques qui existent depuis 2-3 décennies et qui n'ont jamais gagné ne fût-ce qu'un seul élu? De se remettre en question, pour commencer. De se remettre en question et... donc, de faire une autocritique. Voilà, une autocritique. Mais cette autocritique ne l'exclut pas de la participation aux élections. Au-delà de cela, élections futures. Quand nous entrons dans les bureaux de vote, nous voyons les bulletins de vote qui pour certains ont 4 ou 5 pages, des papiers énormes. Ces bulletins de vote reprennent des partis qu'on ne voit que lors des élections. Et moi, je pense que l'État, je pense que le Parlement doit engager une réflexion dans ce sens-là, sur l'apport des partis politiques. Sur l'apport des partis politiques. Donc voilà, les partis politiques doivent participer au débat public. Quelles sont les propositions que donnent les partis politiques par rapport aux problèmes que nous avons au sein de la société? On ne les voit que pour dire, soit ils soutiennent tel individu, soit ils sont contre tel individu. Donc voilà, c'est une réflexion. Vous estimez être au courant de ce que font les partis politiques en général dans leur coin de prédilection, là où ils sont appelés à évoluer, par exemple? Êtes-vous au courant de ce que fait le PALO, par exemple, au Bandundu? Les partis politiques doivent Bandunduville doivent dire ce qu'ils font et faire ce qu'ils disent.
C'est-à-dire si il y a des initiatives d'éducation de la population, je crois que ça pourrait se savoir. Il y a un débat, je crois que il y a un débat sur les réformes. Il y a eu un débat sur les réformes de l'appareil judiciaire. Je crois que la majorité a fait des propositions. Tout le monde a refusé ces propositions pour des raisons que je ne voudrais pas, je voudrais pas m'étendre là-dessus. Mais quel autre parti a proposé quelque chose de concret? Parce que moi j'estime que ces propositions, les propositions relatives à notre système judiciaire sont peut-être une mauvaise réponse, mais une bonne question. Il y a un problème sur le fonctionnement de la justice. Et il faut que les partis politiques puissent répondre à ce problème-là. On n'entend pas les partis politiques sur ces questions, par exemple. On a entendu la majorité, mais les autres partis politiques, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui se disent être neutres, entre guillemets, on n'entend pas se prononcer là-dessus. Il y a le débat sur les réformes des institutions. On n'entend pas les partis politiques. On entend les partis politiques pour soutenir des marches, pour s'aligner sur des propositions. Mais lorsqu'il s'agit d'être proactif, les partis politiques sont à faute. Donc, c'est une réflexion globale. La dernière, c'est suspendre la participation aux élections des partis politiques n'ayant obtenu aucun élu lors des 3 dernières élections. Donc, vous savez, il n'y a pas de... c'est-à-dire, il n'y a pas de proposition incontournable. Tout est discutable. C'est soumis à la réflexion, que chacun puisse donner son point de vue. Donc voilà, c'est l'un des objectifs de cette communication, c'est de ouvrir le débat sur ces questions-là. Donc voilà. En revenant justement sur cette dernière proposition, vous parlez de suspendre de la participation aux élections les partis politiques n'ayant obtenu aucun élu lors des 3 dernières élections. Mais lorsqu'on estime que les 3 dernières élections ont peut-être été émaillées d'innombrables irrégularités, comment suspendre un parti qui a été victime de fraude? Bon. Ou pourquoi le suspendre? Vous savez, il y a un adage qui dit que la foudre ne tombe pas 2 ou 3 fois au même endroit. Donc... il n'y a rien de scientifique à cet adage. Bah, c'est un adage. Hein. Vous savez, bon, peut-être bien que les irrégularités ont exclu certains partis politiques 3 fois de suite au mandat. Mais c'est assez compliqué. J'aimerais pas me prononcer là-dessus. Comme je l'ai dit, hein, c'est une matière qui est ouverte à la discussion. On peut toujours en discuter. Mais c'est déjà un repère. Un repère pour qu'on puisse réfléchir. Ce parti pourrait revenir aux 4e élections sous une autre dénomination. Oui, si vous le voulez. Bon, en fait, vous n'avez pas tort, comme vous venez de le dire. C'est une réflexion qui est ouverte. Les propositions ne sont pas exhaustives. Et voilà, on peut se mettre au débat, tout ce qu'il y a là. Ok, merci Monsieur Landry pour vos propositions. Comment doivent faire les personnes intéressées par vos propositions pour vous joindre? Si on veut me joindre, je peux donner mon numéro de téléphone, 081 70 67 287. Et d'ailleurs, ces propositions sont contenues dans un document, c'est un secret de polichinelle, c'est à la disposition de tout le monde. Je pense que je vais donner au CEPAS, au réalisateur de l'émission, une copie de ces propositions pour que toutes les personnes qui veulent se procurer puissent l'avoir sans problème. Voilà. Un grand merci à vous, Monsieur Landry Lingele, coordonnateur de la LIRE, Ligue des réformateurs. C'était Karis Masoko au micro. Au prochain rendez-vous. C'est à moi de vous remercier. Au revoir.
peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Que demande le peuple? Raia analomba nini? peuple azosenga nini unwa kudia kuvwata bana batangaka pe bazwaka soin soki babeli. Peuple souverain. Peuple souverain, votre émission produite par le Centre d'études pour l'action sociale, CEPAS, présentée par le père Emmanuel Bouéa du secteur recherche et animation sociopolitique, assisté à la technique par l'ingénieur David Mukwela. Yahweh, Yahweh, bénisse à Yahweh, Yahweh, batelani